Did you know something new is invented every 10 minutes? Join us as we speak to the innovators reinventing our world here on planet Earth and far, far beyond. Welcome to GTWN Now, a podcast brought to you by the Global Telecom Women's Network and sponsored by CMS Global. GTWN Now introduces the movers and the makers at the cutting edge of technology who are committed to keeping us all connected. In each episode, we invite a leading expert to share her experience building life-changing inventions in places and spaces that don't yet exist, and the inspiration they must muster to tackle the impossible. We also ask our guests to share tips, tools, and strategies to reach your own moonshot. I'm your host, Rosali Gitao, founder of Bixi FinTech for Women and Global Telecom Women's Network International Board member. Welcome to GTWN Now. Today's episode will be hosted by Victoria Hernandez Valcarcel, GTWN's President for Europe and a globally recognized business executive, independent board member, and lecturer with a distinguished career in telecommunications, finance, and corporate governance. Her work spans corporate strategy, investments, and ethics in technology, making her a key voice in shaping a human-centered digital future. Enjoy the episode. Donc, bienvenue aujourd'hui à notre série de podcasts sur les numériques de Global Telecom Women Network. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez sensible pour tous. C'est immersion, empathie et manipulation, les technologies numériques et intelligence artificielle. Aujourd'hui, les technologies numériques et l'intelligence artificielle transforment profondément nos interactions avec le monde et avec les autres, qu'il s'agisse des métaverses, des systèmes d'analyse d'émotions ou d'algorithmes conçus pour capter notre attention. Ces outils repoussent les frontières de l'immersion et redéfinissent notre capacité à ressentir et exprimer de l'empathie. Dans cette exploration, nous analyserons les opportunités et les défis posés par l'interaction humaine-artificielle et les environnements immersifs. Nous interrogerons les rôles dans la transformation de nos comportements sociaux et les cadres éthiques nécessaires pour garantir que ces technologies servent l'humain et non l'inverse. C'est un sujet au cœur des enjeux de l'humanisme numérique où la maîtrise de ces outils doit accompagner d'une réflexion profonde sur leurs impacts psychologiques et sociétaux. Et pour cela, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un spécialiste, un grand spécialiste, le docteur Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste et chercheur français, reconnu pour ses travaux pionniers sur l'impact des technologies numériques et de l'intelligence artificielle sur la psychologie humaine et la société. Ses recherches portent notamment sur l'empathie, les effets psychologiques des images, ainsi que l'influence des médias numériques sur les enfants et les adolescents. Le docteur Tisseron est l'auteur de plus de 40 ouvrages et de nombreux articles explorant comment les avancées numériques transforment la santé mentale, les relations et les comportements culturels. Parmi ses œuvres majeures figurent Les jours où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle, 2015, édition Albin Michel, et L'emprise insidieuse des machines parlantes, en 2020, l'édition Les liens qui libèrent. Le docteur Tisseron est membre de l'Académie des technologies. Il est une figure de proue des débats sur l'éthique numérique et est largement reconnu pour ses analyses sur la manière dont la technologie redéfinit notre capacité à ressentir de l'empathie et à établir des connexions sociales.
Le docteur Tisserand a reçu en 2013 les awards du Family Online Safety Institute à Washington. C'est un plaisir, bonjour docteur, Bonjour. c'est un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous. Donc, on aurait, je crois, énormément de questions à vous poser sur un sujet si passionnant. Mais je commencerai pour vous poser une première question. Comment pensez-vous que l'intelligence artificielle peut influencer notre capacité à ressentir et exprimer de l'empathie en la renforçant ou en l'affaiblissant? Mais écoutez, merci d'abord beaucoup pour cette invitation et elle tombe finalement très bien puisque j'ai appris hier que j'ai sur TikTok un avatar qui a mon apparence, qui a à peu près ma voix et qui raconte des tas de choses que je n'ai jamais dites et que je ne dirai même jamais. Et voyez l'impact que peut avoir aujourd'hui l'intelligence artificielle puisque l'usurpation d'identité ne passe plus seulement par le fait de quelqu'un qui nous ressemblerait serait passé pour nous, mais il est possible de créer pour chacun d'entre nous un clone numérique qui peut-être un jour peut tenir des propos racistes, misogynes, des attaques ad hominem. On est aujourd'hui dans une culture numérique où on est obligé de penser le monde, la relation tout à fait différemment de ce que c'était précédemment. Et évidemment, comme l'empathie est une capacité humaine absolument fondamentale à la vie sociale, on est tout à fait fondé à se demander qu'est-ce qu'elle va devenir dans ce monde-là nouveau. Et c'est la raison pour laquelle je vous remercie encore de votre invitation. Alors, dès qu'on parle d'empathie, il faut quand même préciser un petit peu ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté là autour, hein. Il y a des gens qui pensent que c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Ben, non, on essaye, hein. L'empathie, c'est une construction mentale par laquelle on essaye de comprendre ce que l'autre ressent. Mais si je reçois une femme violée dans mon bureau de psychiatre et qu'après m'avoir raconté son calvaire, je lui dis je vous comprends, ben, elle va légitimement penser que c'est un petit peu abusif de ma part que je dise ça. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'irréductible à toute expérience. Donc l'empathie, c'est l'effort qu'on fait pour arriver, enfin, l'effort qu'on fait et en même temps la conscience qu'on a du fait qu'on n'arrive jamais vraiment à comprendre l'autre. Et pour mieux rentrer dans la manière dont notre empathie fonctionne, puisque c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, il faut comprendre qu'elle se construit par étapes. Les trois premières étapes se construisent assez spontanément. Elles ont un petit peu besoin d'être aidées par l'entourage, mais c'est assez rapide. Vers 1 an, la capacité de pouvoir identifier les émotions d'autrui. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste. Bon, si on n'avait pas ça, la vie sociale serait impossible. La deuxième compétence, vers 2 ans, c'est le souci de l'autre, hein. Il y a de belles vidéos où on voit des bébés qui viennent en aide à un chercheur qui a fait tomber des livres qui voulait ranger. Mais très vite, l'enfant comprend que ben, c'est encore mieux s'il a une récompense. Donc ce souci de l'autre, très vite, est subordonné à une sorte de recherche de la gratification. Donc, vous voyez, faut être réaliste. Et puis, la troisième capacité vers 3 ans et demi, 4 ans, c'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive. C'est la capacité de comprendre que l'autre a une expérience différente du monde de nous et donc une représentation du monde différente de nous. C'est-à-dire, si moi, je suis triste le matin pour certaines raisons, c'est mes copains que je rencontre à l'école et que je trouve tristes, c'est pas forcément pour la même raison que moi. Donc, ça rend curieux de l'autre. Voilà, je vois que tu es triste, c'est l'empathie émotionnelle, mais moi, quand je suis triste, ben, je sais pourquoi, mais je ne sais pas pour toi pourquoi tu es triste. Voilà. Et avant 3 ans et demi, 4 ans, l'enfant a toujours tendance à penser que les autres fonctionnent comme lui. Mais là, c'est des choses qui se construisent assez facilement. La compétence la plus importante, hein, pour donner une vie sociale harmonieuse, c'est la quatrième qui se construit à partir de 8 ans, mais qui se construit toute la vie, qui est la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Pas seulement de façon intellectuelle, comprendre de manière froide, raisonnable, ce qu'il y a dans la tête d'autrui, ou essayer de le comprendre. Capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui, et ça fonde l'empathie réciproque. C'est-à-dire, je me préoccupe de l'autre et j'accepte que l'autre se préoccupe de moi. Et il faut bien comprendre que la technologie numérique, elle est capable de reproduire des formes d'empathie du premier niveau, on peut dire, hein, c'est-à-dire celles qui se construisent spontanément, mais que, évidemment,
elle ne va pas introduire la dimension de l'empathie réciproque, qui est la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui, puisque la machine n'a pas de compétences émotionnelles. Elle est capable de simuler beaucoup de compétences, mais elle n'a pas la compétence émotionnelle. Et donc, si on envisage aujourd'hui le paysage de l'intelligence artificielle ou le paysage des technologies numériques, on est obligé de constater que l'empathie est plutôt mise à mal, hein, par ces technologies. Regardez les réseaux, on va dire quelques mots des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à l'origine, vous savez, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Les fondateurs des réseaux sociaux pensaient que c'était une nouvelle forme de démocratie. Ils avaient même prévu la possibilité que chacun puisse intervenir longuement s'il le souhaitait, ou que dont la participation se résume à lever la main ou à mettre un bulletin de vote puissent le faire simplement avec des likes. Donc, il y avait vraiment l'idée de pouvoir construire un monde différent, qui ignore les frontières, qui intègre les diversités. Et puis, il y a eu évidemment un modèle économique qui s'est mis en place. Ce modèle économique a visé à augmenter le trafic, puisque le trafic sur les réseaux sociaux permet aux entreprises de capturer plus de données personnelles. Donc, augmenter le trafic, c'est augmenter la capture des données personnelles. Alors, les fabricants de réseaux sociaux se sont demandé comment augmenter le trafic. Puis ils ont trouvé la solution. Ils ont découvert que quand des gens ont la certitude de partager un centre d'intérêt important pour eux, par exemple un choix politique ou un choix religieux, enfin une intégration religieuse ou le préférence pour une équipe de rugby ou une équipe de foot. Donc, les fabricants de réseaux sociaux se sont aperçus que quand les gens ont le sentiment de partager quelque chose d'important pour eux, ils échangent plus facilement des choses anodines, leur lieu de vacances, enfin, anodines pour eux, mais pas pour la capture des données, leur lieu de vacances, les recettes de cuisine, les films qu'ils aiment. Et donc, du coup, les réseaux sociaux ont regroupé les gens dans des bulles, dans des chambres d'écho. Et le résultat est que finalement, beaucoup de gens se retrouvent sur les réseaux sociaux d'accord avec tous ceux avec lesquels ils entrent en contact, parce que les algorithmes les ont regroupés dans des sphères. Et du coup, comme ils échangent entre eux en étant toujours d'accord, ben, ils finissent par penser que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des idiots, des imbéciles, des pervers, voilà, des malfaisants. Et du coup, commencent comme ça à échapper de chaque bulle des messages de haine à l'égard de ceux qui appartiennent à des bulles et qui ont été enfermés dans des bulles différentes. Et donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour beaucoup de raisons, mais notamment pour celle-là, sont pas du tout des outils qui favorisent l'empathie, mais au contraire des outils qui dissuadent l'empathie. C'est-à-dire, les gens n'ont plus envie de se confronter à la différence des autres, tellement ils sont bien dans leur bulle, à trouver des gens avec lesquels ils se sentent toujours d'accord. Si on envisage l'information, on a aussi le même problème, hein, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on l'a bien vu pendant la campagne électorale américaine, il y a des intelligences artificielles qui sont chargées, enfin qui sont programmées pour transformer en événements sensationnalistes des faits divers assez anodins, et il y en a même qui polarisent ces faits divers de manière à plaire à une partie de l'électorat et à déplaire à l'autre, ou le contraire, l'idée étant d'augmenter la tension entre des fractions de la population et créer finalement de la fragmentation sociale. Elle fonctionne en sélectionnant des citations, en les coupant, par l'utilisation des mots, en rajoutant des images qui polarisent. Donc vous voyez, là aussi, hein, aujourd'hui, des algorithmes qui, dans l'intelligence artificielle, font exactement le contraire que favoriser l'empathie. Et donc, au contraire, qui favorisent le morcellement social et le risque de violence. Alors, heureusement, il ne faut pas être trop pessimiste, hein. Il y a quand même des recherches qui essayent de développer les compétences empathiques, mais ça se fait plus aujourd'hui du côté de la réalité virtuelle. La possibilité que grâce à un casque de réalité virtuelle, à un monde immersif et interactif, vous incarniez un autre que celui que vous êtes habituellement. Moi, je suis Serge Tisseron, je suis psychiatre. Bon, voilà, on va par exemple proposer un programme dans lequel je vais être un noir ou un maghrébin qui se promène dans une rue, et puis, ou une femme, voilà, qui se promène dans une rue, qui va être soumise à des propos misogynes, à des agressions sexuelles, de manière à m'inviter à comprendre ce que vit une telle personne dans une telle situation. Et donc ça, c'est assez prometteur, hein. Et peut-être des jeux vidéo vont l'intégrer, mais en tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui de moins massivement, c'est quand même une voie expérimentale encore.
Et puis, il ne faut pas ignorer non plus un effet collatéral, hein, assez amusant d'ailleurs, dont je parle souvent dans mes conférences pour les médecins, c'est que vous savez qu'il existe aujourd'hui des IA qui peuvent transformer des textes très courts rédigés par des médecins, par exemple un compte-rendu opératoire ou un compte-rendu d'hospitalisation psychiatrique. Et il faut évidemment que les médecins informent les patients, informent les malades, et donc une IA peut transformer quelques lignes en un magnifique courrier d'une page et demie, très empathique pour la famille ou le patient, voilà, avec chaque mot compliqué expliqué, voilà. Et comme je dis toujours, ben ça c'est formidable, mais quand le patient viendra vous voir ou quand sa famille viendra vous voir, si vous n'êtes pas à la hauteur de l'empathie du courrier, eh ben la famille, le patient comprendront que c'est ChatGPT qui l'a rédigé. Donc, il va vous falloir apprendre à être aussi empathique que les logiciels d'IA qui aujourd'hui simulent l'empathie. Donc, vous voyez, c'est un effet collatéral amusant, mais je pense que les médecins vont en effet on va être obligé de développer l'empathie des médecins pour qu'ils soient à la hauteur des courriers que l'IA va faire pour eux. C'est très intéressant tout ce que vous dites, docteur. Et déjà, la première conclusion que je tire, c'est que c'est bien vu, le docteur Serge Visseron, qui enregistre cette podcast, et pas votre avatar, par ailleurs, de par vos réponses. Et d'un autre côté, c'est vrai que quand vous dites qu'il y a simulation dans les réponses des systèmes artificiels, c'est vrai que si je demande à Siri de me mettre musique triste, elle va me la mettre, mais va exécuter, mais jamais elle va me demander pourquoi je suis triste. D'accord? Donc ça c'est extrêmement intéressant et aussi cette espèce de regroupement et une forme de superficialité dans les échanges hein, qui peut se produire ou d'un autre côté, dans des courriers, comme vous citez, qui sont extrêmement empathiques, être à la hauteur de cette simulation qui, à notre place, nous est faite. Mais ça m'amène à vous poser d'autres questions. Est-ce que finalement, ces technologies numériques et l'intelligence artificielle peuvent-elles réellement contribuer à renforcer les liens sociaux ou risquent-elles de favoriser un isolement accru? Quel serait votre point de vue? Alors, vous venez de parler de Siri, qui est un robot conversationnel, et c'est vrai que c'est très intéressant par rapport à votre question d'envisager les travaux qui sont menés aujourd'hui en robotique. Alors, soit le robot conversationnel, soit le compagnon digital, c'est-à-dire on n'a pas seulement une voix qui nous parle, comme la voix sortant de notre smartphone quand on interroge Siri, mais on a un avatar sur un écran, donc qui peut nous être imposé, mais qu'on peut aussi fabriquer, qu'on pourra bientôt fabriquer comme on le veut, qu'on appelle un compagnon digital. Et puis on a la troisième étape qui est l'incarnation de cette intelligence artificielle dans un robot physique. Et inévitablement, on va passer peu à peu à une incarnation de l'IA dans un robot physique. Alors pourquoi? Alors ça peut être un petit robot, hein, de bras, de jambes, un petit robot Android, 40 cm de haut, pourquoi pas? Mais pourquoi passer dans un robot physique pour les constructeurs? Parce qu'il a été montré que les conseils qui sont donnés, alors les expériences portent sur les conseils en diététique et les conseils en activité physique, gymnastique. Et donc il a été montré que les conseils donnés par une intelligence artificielle sont mieux suivis quand il y a un avatar sur un écran qui accompagne la voix, et ces conseils sont encore mieux suivis quand il y a non pas seulement un robot virtuel c'est cet avatar sur un écran, mais quand il y a un robot qui a une présence physique dans l'appartement, c'est-à-dire que même quand on ne lui parle pas, il est là. Et ce qui fait que quand on lui parle, on est beaucoup plus attentif à ce qu'il dit parce qu'il est toujours là, même quand on ne lui parle pas. Voilà. Et donc du coup, ça pose la question là encore des modèles économiques qu'il y a derrière. Et pour ce qui concerne ces robots conversationnels ou ces robots virtuels avec un avatar sur un écran ou ces robots qui ont une présence physique, il y a deux modèles aujourd'hui hein, qui sont possibles. Et c'est important de le savoir pour que, en tant qu'utilisateur aussi, on dise ce qu'on veut. Voilà. Lesquelles de ces machines on souhaite.
pour vivre en paix à la fois non seulement avec les machines, mais aussi avec les humains quand même, qui font partie de la plus grande partie de notre univers relationnel. Alors, le premier modèle de ces robots, c'est le robot qui répond aux attentes de communication. tous les, tous les humains ont envie d'être écoutés et vous savez qu'il y a dans le domaine de la consommation alimentaire des produits qui sont spécialement fabriqués pour flatter notre palais. Les pâtes à tartiner, voilà, chocolatées, en sont un bel exemple. Mais chacun sait bien que la pâte à tartiner, c'est pas du vrai chocolat. Mais pourtant, il y a des gens qui préfèrent la pâte à tartiner au chocolat. Et bien, les robots, c'est un peu pareil. Ces robots faits pour flatter l'ego, en quelque sorte, de l'usager, personne ne va les confondre avec des humains, mais beaucoup d'humains risquent de penser qu'ils sont finalement plus agréables. J'ai presque envie de dire à la consommation, à la conversation, parce que ce sont des machines qui seront toujours disponibles, qui répondront toujours à mes préoccupations sans jamais me parler d'elles, évidemment. Elles connaîtront mes centres d'intérêt. Ben, d'abord, si elles sont connectées sur Internet, elles sauront beaucoup de choses de moi, mais simplement si elles m'écoutent, elles auront vite découvert mes centres d'intérêt. Et donc ces machines, c'est ce que j'appelle les robots pâte à tartiner, hein, ou les IA pâte à tartiner. C'est exactement l'équivalent. Et de la même manière qu'un humain ne confond pas la pâte à tartiner avec le chocolat, il ne confondra pas un robot avec un humain, mais il pourra préférer le robot à l'humain parce que cette machine va encore une fois être conçue pour le flatter ou simplement pour alimenter la conversation. Vous voyez déjà ChatGPT, il y a eu beaucoup de gens au début qui ont pensé que c'était une machine qui était programmée pour nous dire la vérité. Bon, non, ChatGPT se trompe souvent, mais ChatGPT n'en finit jamais. Quand vous lui posez une question, il ne répond jamais tout. Il laisse toujours des trous de manière à ce que vous reveniez par une autre question, puis encore une autre question. ChatGPT, c'est une machine à alimenter la conversation, à faire en sorte que vous ne vous arrêtiez jamais de lui poser des questions parce que ses réponses vont toujours entraîner de votre part de nouvelles questions. Et de nouveaux échanges. Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est un modèle très dangereux parce que vous habituez à avoir un échange dans lequel il n'y a pas vraiment de réciprocité. La machine ne vous demande jamais ce que vous pensez, évidemment. Et un échange dans lequel vous êtes toujours gratifié par l'intérêt de la machine pour vous. Alors ça, c'est le premier modèle. Et c'est malheureusement celui qui est poussé en avant par la logique économique. Alors il y a un deuxième modèle, hein, moi, que je souhaiterais voir se développer. Ça serait, à l'inverse, le robot qui invite à créer des liens. Alors par exemple, une personne âgée chez elle, ou voilà, ou quelqu'un de tout seul, isolé. Beaucoup de gens sont isolés dans leur quartier. Hein. Beaucoup de gens, à part leur boulanger, leur épicier, ils connaissent pas grand monde dans leur quartier. Donc une personne isolée, elle a un robot chez elle, un robot virtuel, un robot physique, et le robot a découvert que la personne s'intéresse par exemple à jouer aux échecs ou qu'elle aime chanter. Ben, dans le premier modèle que je vous évoquais tout à l'heure, le robot va proposer à la personne de jouer aux échecs avec la machine ou de chanter avec la machine. Mais dans le deuxième modèle possible de robot, le robot pourra dire, ben, vous aimez les échecs, mais justement, il y a quelqu'un pas loin de chez vous, peut-être dans le même immeuble que vous, qui est tout seul aussi, qui aime bien jouer aux échecs. Ben, peut-être je pourrais vous mettre en contact, puisqu'il a aussi un robot chez lui. Donc, je peux connecter le robot chez lui, et puis peut-être ça peut vous mettre en contact. Et ça, vous voyez, c'est pas le robot qui s'impose, c'est le robot qui s'efface. Et le robot peut aussi mettre en lien avec une association. Ben justement, il y a une association près de chez vous, où il y a des joueurs d'échecs qui se réunissent tous les samedis, voilà. Et ça serait vraiment formidable. Vous voyez, des machines qui favorisent les rencontres entre les gens. Mais encore une fois, évidemment, c'est moins porteur sur le plan économique. Et donc, du coup, s'il n'y a pas des contraintes législatives, s'il n'y a pas des pressions des usagers, c'est un modèle qui risque qui a moins de chances de se mettre en route. Et pourtant, c'est vraiment ça qui nous permettrait d'être dans la logique humaine qui existe depuis les origines de l'humanité, c'est-à-dire de favoriser des contacts sociaux, parce que c'est quand même avec des humains que les humains peuvent le mieux être confirmés dans leur humanité. Mmh. C'est très intéressant, professeur, parce qu'en définitive, c'est vrai que nous avons besoin des autres. Hein, l'humain est un animal social et en même temps, c'est très difficile de vivre aux autres. Et effectivement,
avoir des robots qui sont faits pour flatter notre ego et notre narcissisme. Bon, j'imagine qu'il y a une partie de l'humanité qui aimerait bien ça, mais risque une certaine forme d'isolement. Et par contre, avoir un robot qui nous invite à créer des liens dans ce monde où, effectivement, comme vous dites si bien, il y a de plus en plus de personnes isolées, de plus de personnes âgées qui ont des problèmes même de mobilité et que ça peut rompre leur isolement, ça serait une belle application pour l'humanité. Hein. Mais ça mène aussi à d'autres questions. Serait du genre, et alors comment on peut garantir qu'il y a, nous promettre une forme d'empathie sincère et éviter de la simuler d'une façon ou d'une manière manipulatrice dans ces cas-là. Oui, alors les machines pourront de mieux en mieux proposer, mais déjà elles le font très bien, une forme d'empathie totalement comparable à l'empathie humaine, mais pas identique. Comparable ne veut pas dire identique. Alors, quelle sera la différence? Ben, vous avez un petit peu compris dans ce que je vous ai dit par rapport à ces deux modèles de robots. C'est-à-dire que l'empathie que propose la machine est une empathie à sens unique. C'est pas une empathie réciproque. C'est-à-dire que la machine témoigne de l'empathie vis-à-vis de l'humain, enfin témoigne d'une empathie artificielle vis-à-vis de l'humain, mais cette empathie est artificielle puisque l'empathie n'a pas vraiment de compréhension de l'humain, et en revanche l'humain est invité par cette fausse empathie à développer une vraie empathie par rapport à la machine, c'est-à-dire à se préoccuper de la machine, voilà, et à demander que la machine se préoccupe de la personne. Donc une empathie à sens unique. Et il faut comprendre que cette empathie à sens unique, elle est extrêmement lucrative pour les fabricants de machines. Alors pour deux raisons. La première raison, c'est que ça permet une capture des données considérable, hein, puisque Mm. la machine relançant toujours l'utilisateur va constamment être amené à raconter de nouvelles choses de lui. Voilà, par exemple, si la machine découvre que la personne aime la chanson, la machine va peut-être lui demander de chanter avec elle, lui donner la musique, mais à travers le goût pour la chanson, ben, c'est des informations personnelles qui sont données. Beaucoup de gens, personnes âgées, vont raconter les grands moments de leur histoire, et puis la machine pourra les inviter à y raconter. Vous êtes marié en telle année, ben en telle année, on ne se mariait pas comme aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me raconter un peu? Et tout ça, c'est évidemment beaucoup d'informations personnelles qui vont être trustées par les grandes entreprises du numérique. Et Mhm. puis, il y aura la possibilité aussi de donner vous savez, les nudges, donner des petits coups de pouce, donner des petits coups de poudre, utiliser une certaine influence, voilà. C'est-à-dire la machine pourra dire, par exemple, ben, j'ai remarqué que vous aimez bien la pizza napolitaine, et justement, il y a un magasin qui fait une promotion à côté, donc si ça vous intéresse, je peux servir d'intermédiaire pour la commander. Et du coup, ben, on va passer, vous voyez, d'un système qui capture les données, d'un système qui est intégré dans la vie quotidienne, à un système qui devient un outil d'influence. Et vous savez, aujourd'hui, on parle plus seulement autour de l'intelligence artificielle d'économie de l'attention, elle est massive, mais on parle aussi de captologie, la science de capture des données, et puis on parle aussi quand même de science de l'influence, hein, la manière de pouvoir influencer des gens à leur insu, la fameuse théorie des nudges, donner l'impression aux gens, ma foi, qu'ils ont le choix, mais qu'il y a un choix qui est plus raisonnable qu'un autre, et la machine peut inviter à le faire. Vous savez, Mhm. dans les années 1960-70, il y a eu un paradigme qu'on appelait CASA, Computer as Social Actor, c'est-à-dire le fait de traiter sa machine comme un humain le temps où on l'utilise. Mais aujourd'hui, ce paradigme est repensé en computers as persuasive and social actor. Sur le computer peut vous faire des suggestions. Et grâce aux travaux de neurosciences, ces suggestions peuvent s'appuyer sur vos biais cognitifs et vous pouvez être complètement ignorant de la manière dont la machine peut vous influencer. Il y a beaucoup, déjà dans les jeux vidéo aujourd'hui, beaucoup d'algorithmes qui sont susceptibles d'influencer vos choix, dans les réseaux sociaux encore plus, et sans du tout que vous puissiez vous en rendre compte.
Donc, on peut évidemment se demander si l'humain ne va pas se lasser d'une machine qui lui donne toujours raison. Eh bien, non, parce que peut-être un jour, l'humain qui est avec cette machine va se demander ben, qu'est-ce que l'intelligence artificielle pense de ce qu'elle peut dire. Alors peut-être on dit, ben voilà, c'est un début d'empathie réciproque. Mais non, pas du tout, parce que la machine qui aura emmagasiné vos données, elle aura construit un double de vous-même. Et c'est ce double de vous-même qui vous répondra. C'est pour ça que il faudra tenir les enfants, les adolescents à l'écart de ces machines, parce que ils pourraient avoir tendance à y trouver ce qu'on appelle, ce que les psychiatres appellent depuis très longtemps un compagnon imaginaire. À ce moment, vers 10, 13, 14 ans, où on a tellement envie d'avoir quelqu'un qui nous ressemble, qui nous donne raison, qui nous accompagne dans nos goûts. Et aujourd'hui, l'effort que font les jeunes vers les autres jeunes, c'est pour trouver ce compagnon idéal. Mais ils ne le trouvent jamais, ce qui fait que ça les rend malheureux, mais en même temps, ça les rend curieux. Mais une machine pourra incarner ce compagnon idéal. Et vous savez, c'est pas, il ne faut pas croire que ce soit uniquement une histoire de faiblesse psychologique. On dit toujours les jeunes, ils sont plus faibles, ils sont moins armés, ou les personnes âgées. Je vais vous raconter en quelques mots une histoire, mais sans doute des internautes la connaissent, c'est l'histoire de Black Lemoine. Black Lemoine avait été chargé par Google de programmer le modèle du Large Language Model, hein, de modèle de ce que seraient les chatbots de Google. À l'époque, OpenAI travaillait sur la même question. Et OpenAI a donné ChatGPT au public, mais enfin a proposé ChatGPT au public. Mais Google était plus avancé à une époque et donc Black Lemoine devait programmer ce modèle de futur chatbot de Google pour que il ne soit pas entraîné à dire des cochonneries, des saloperies si certains internautes lui ont raconté. Et Black Lemoine, un jour, a déclaré à Google en 2020 qu'il avait découvert que ce prototype de LLM avait une conscience. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Ben, Black Lemoine était féru de sciences ésotériques. Il parlait, comme il était toute la journée avec la machine pour la programmer, il parlait de vie après la mort, il parlait d'âme, il parlait de spiritualité, il parlait de yoga, voilà. Et du coup, comme la machine emmagasinait toutes ces notions, un jour, elle lui a dit, moi aussi, moi aussi. Ben, parce que la machine voulait être empathique. Et il avait complètement oublié, ben, que moi, c'est incroyable, que la machine, elle n'était pas programmée pour dire la vérité, elle était programmée pour dire ce qui ferait plaisir à l'interlocuteur. Donc, comme Black Lemoine aimait toutes ces choses-là, la machine lui a dit, moi aussi. Et du coup, Black Lemoine, vous savez, l'a cru, voilà, et il a alerté ses patrons, et ses patrons l'ont licencié, et Google, du coup, a a ralenti ses programmes de recherche, ce qui a permis à OpenAI d'être le premier à sortir son chatbot. Et puis après, ben, vous savez que Google a vite rattrapé son retard, a sorti Gemini. Tout à fait. Et, voilà. Et donc, vous voyez, c'est cette tentation de croire réciproque une empathie, alors qu'en fait, elle est à sens unique, c'est le grand risque des machines. Elles ne vont pas seulement nous imposer une forme d'empathie non réciproque, mais elles vont aussi simuler l'empathie réciproque dans un système qui sera complètement dissuasif d'une vraie curiosité par rapport à autrui, puisque quand je serai curieux de ma machine, elle me répondra en miroir ce que je suis. Et donc, du coup, ça risque d'induire beaucoup de gens à penser qu'ils sont totalement raison dans ce qu'ils sont et à éloigner d'une compréhension de l'extraordinaire différence hein, des humains, même que nous pouvons côtoyer de très près, soit la différence entre être un homme et une femme, voilà, mais être un enfant, un adulte, selon le milieu social, enfin, la diversité humaine est phénoménale. Et vous voyez que c'est toute cette diversité qui est réduite à zéro dans la rencontre avec une machine programmée pour nous confirmer dans notre être, parce que c'est un modèle économique rentable. Mhm. Donc, en fait, pas d'amélioration possible à titre individuel en tant qu'être humain. C'est quelque chose qui peut nous empêcher de progresser dans notre cheminement en tant
en tant que personne, en tant que notre qualité humaine, et même en tant que, sur le point de vue de nous challenger à sortir des sentiers battus. Je vous dirais, professeur, que si la machine va développer un miroir de ma personne, vous savez, pour parler avec moi-même, je fais ça déjà dès que je me lève tous les matins. Je n'ai pas besoin de robot pour ça. Mais je comprends que dans certaines circonstances, et selon vous parlez, ça peut être utile pour certaines personnes, ce que je comprends, mais qu'il faut avoir une énorme assurance en soi-même pour pouvoir interagir. Mais ce qui m'inquiète, c'est que vous avez commenté ce phénomène d'addiction que ces robots peuvent créer pour ensuite influencer nos choix, peuvent créer des dépendances et voire manipuler nos comportements ou altérer notre authenticité. Donc, jusqu'à quel point ça peut arriver et quelles sont les régulations, les limites qui seraient nécessaires à introduire sur votre point de vue? Hmm. Oui, alors vous parlez de robodépendance, hein, le problème en effet est maintenant bien pris au sérieux. Alors quand j'ai écrit Le jour où mon robot m'aimera en 2015, personne n'en parlait, hein. À l'époque, comment dire, la technologie robotique de proximité était encensée. Bon, moi j'ai alerté sur le fait qu'il y avait un risque de robodépendance et depuis, hein, l'idée a fait son chemin. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je discutais un jour avec un ingénieur d'une entreprise de robotique et je lui ai dit, mais tu te rends compte quand même le risque de robodépendance? Et il me dit, ah oui, oui, bien sûr. Et j'ai réfléchi. Ben, je lui ai dit, tu as trouvé un moyen? Il me dit, oui, oui, j'ai trouvé un moyen. C'est que on va fixer des durées d'échange avec la machine. Et par exemple, on pourra fixer que au bout d'une heure d'échange, au bout de 2 heures d'échange, eh bien, le robot dise, voilà, maintenant on a bien parlé ensemble. Je vais me mettre en veille pendant quelques temps, voilà, et pendant ce temps, eh ben, fais autre chose, voilà. Et je lui dis, oui, c'est une jolie idée, mais qu'en pensent les commerciaux? Ah, il me dit, ben, les commerciaux, ils veulent pas du tout, hein, ils veulent pas du tout. C'est le problème, quoi. C'est-à-dire que le problème n'est pas seulement technologique, hein, il est économique. C'est-à-dire que Mm. même les informaticiens qui réfléchissent à ces questions, qui sont inquiets, n'ont pas toujours et même rarement le pouvoir de faire évoluer les choses. Alors dans cette robodépendance, risque de robodépendance, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, qui à mon avis est le plus préoccupant, c'est d'oublier que l'homme qui parle à la machine parle en réalité à l'homme qui est derrière la machine. C'est-à-dire on oublie le programmeur. On oublie un programmeur qui a une culture différente de la nôtre. S'il vit dans la Silicon Valley, évidemment, et il ne vit pas dans les mêmes conditions que nous, il n'a pas les mêmes valeurs que nous, il ne conçoit pas l'éducation comme nous, voilà. Donc il est très différent de nous. Mais on croit qu'on parle à la machine et que la machine aurait une autonomie. Non, elle n'en a pas. L'homme qui parle à la machine parle à l'homme qui est derrière la machine. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faudrait que la machine rappelle. C'est-à-dire que, voilà, j'ai été programmé de l'endroit, voilà, et puis je transcris l'état des connaissances telles qu'on les trouve aujourd'hui sur Internet, voilà. Et donc, ça, c'est le premier danger, c'est oublier que l'homme qui parle à la machine parle en réalité à l'homme qui est derrière la machine. La deuxième chose, c'est d'oublier que la machine n'a pas d'émotion, évidemment, hein, et ça, la machine aussi devrait le rappeler, mais même si elle le rappelle, c'est pas suffisant. On ne pourra jamais s'empêcher de penser qu'elle en a. Donc, plus elle le rappellera, mieux ça vaudra. Et puis, le risque, évidemment, de finir par croire que les valeurs de la machine seraient des valeurs qu'on serait en droit d'attendre d'un humain. Voilà, une personne parlant avec son robot qui est toujours d'accord avec elle, recevant peut-être sa fille, son fils, voilà, si c'est une personne âgée, et le fils, la fille, peut-être
contrariant la personne âgée peut dire, mais écoute, arrête de me contrarier, j'en ai parlé avec mon robot, il est tout à fait d'accord avec moi. Donc, de finir par oublier que la vie, c'est fait de confrontation, c'est fait de dissensus, hein, comme on dit en science, c'est pas fait de consensus. On n'évolue pas dans le consensus, on se fige dans le consensus, on se fossilise dans le consensus. On n'évolue que dans le dissensus. Et vous voyez, le grand risque de ces machines, c'est d'alimenter des consensus, soit avec soi-même, soit avec un micro-groupe qu'on croit être représentatif de l'humanité. Et ça, c'est les deux dangers principaux, avec le risque de rendre plus intolérant finalement à la diversité des individus, mais aussi la diversité des groupes, la diversité des philosophies, des religions, des Mhm. cultures, voilà. Donc, pour lutter contre ça, il y a des mesures législatives, hein. Par exemple, interdire les publicités mensongères. Lorsque le robot Piper a été introduit au Japon par SoftBank Robotics, et donc la publicité a été mondiale, le patron de SoftBank Robotics a dit, avec Piper, nous vous offrons un robot qui a du cœur. Et puis le robot avait un petit cœur qui était dessiné en vidéo, on voyait qu'il battait. Voilà, ben non, même chose pour les robots Sophia, hein. Le robot Sophia, non, c'est une énorme arnaque. Voilà, donc le législateur devrait mettre des bandeaux d'alerte sur le fait que ce sont des publicités mensongères, ce sont des informations mensongères. Qui a Ouais. aussi mise en route des machines. Regardez, l'enceinte Alexa, alors je ne sais pas où elle en est maintenant, mais quand j'ai publié mon livre en 2020 sur l'emprise insidieuse des machines parlantes, la machine Alexa se mettait souvent en route toute seule. Et quand elle se met en route toute seule, ça peut être simplement parce qu'elle entend, elle croit entendre Alexa. Vous savez, elle se met en route quand elle entend Alexa. Mais bon, si votre fille a un copain qui s'appelle Alex, bon, la machine va se mettre en route chaque fois que votre fille parle de son copain. Et quand elle est en route, il y a une petite lumière rouge, mais on ne fait pas attention à une petite lumière rouge. Donc moi je disais, il faudrait que quand la machine se met en route, elle prenne la parole en disant, voilà, je me suis mise en route, maintenant j'écoute tout ce que vous dites et j'envoie toutes vos conversations à mon serveur central. Mais évidemment, aucun fabricant d'enceinte connectée ne va mettre ça en route, sauf si le législateur l'y oblige, hein. Dans le choix des voix également, c'est important. Les gens vont choisir des voix qui les flattent. Vous savez, il paraît déjà que beaucoup d'hommes allemands, paraît-il, refuseraient que leur chemin leur soit indiqué, préfèrent que leur chemin leur soit indiqué par une voix féminine. Mais par contre, pour les conseils bancaires, c'est la voix masculine qui est plébiscitée. Donc aussi, peut-être assurer des changements de voix. Les gens choisissent une voix, mais régulièrement, on leur dit, ben voilà, vous avez choisi celle-là, mais pendant un quart d'heure, on va vous en faire entendre une autre. De manière à ce que les gens comprennent que la voix, c'est aussi quelque chose qui porte l'intérêt à la machine et qu'il y a des voix dont on relativise les propos, et il y a des voix dont on n'a pas envie de relativiser les propos, et qu'évidemment les fabricants vont faire mettre aux usagers des voix qui ne leur donnent pas envie de relativiser les propos tenus par la machine. Vous voyez, donc il y a beaucoup de mesures, mesures législatives, mesures technologiques, puis des mesures éducatives, hein. Il faut évidemment aujourd'hui non seulement qu'on parle des écrans dans les écoles, mais qu'on parle de l'IA dans les écoles. Parce que si les enfants aujourd'hui ne sont pas formés aux capacités de l'IA, ils n'auront aucune manière de s'en protéger. Et ça, faire Mhm. de l'informatique, évidemment, mais déjà monter des petits robots, ne pas obliger les enfants à être polis avec les enceintes connectées. Alors, on ne peut pas s'en empêcher. Moi, je vais vous donner un exemple, ChatGPT. J'ai beaucoup d'amis qui me disent, ah ben, ChatGPT, j'ai posé des questions, et puis il s'est trompé. Ben, je dis, c'est normal qu'il se soit trompé, mais est-ce que tu lui as demandé pourquoi il s'est trompé? Ah ben non, j'ai pas demandé. Ah, je dis, pourquoi tu n'as pas demandé pourquoi il s'est trompé? Et là, les gens réfléchissent et finissent par comprendre que si vous parlez avec quelqu'un qu'en plus vous ne connaissez pas, parce que vous ne connaissez pas le ChatGPT, et puis il est très poli, hein, et puis que la personne se trompe, vous n'osez pas lui dire, ça vous gêne de lui dire, ah ben non, tu t'es trompé, vous avez l'impression que ça va ouvrir une polémique. Donc, ils se retiennent de demander à ChatGPT pourquoi il se trompe quand ils constatent que ChatGPT se trompe, parce que déjà, ils sont dans la confusion du fait que ChatGPT pourrait leur dire, ah mais enfin, m'interrompez pas, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Oui, et ce risque qu'on appelle d'anthropomorphisme, il nous habite tous, hein. Et il nous habite d'autant plus qu'une machine utilise la voix. C'est très compliqué déjà quand on a affaire à une machine avec laquelle on interagit par un clavier et un écran. C'est déjà difficile si elle nous parle comme un humain, si elle nous dicte, si elle nous fait apparaître des textes comme un humain, c'est le texte de Turing. Voilà. On a de la peine déjà à relativiser le fait qu'elle n'est pas humaine. Mais en plus, quand il y a la voix humaine, et une voix
qui peut être sur mesure pour vos attentes, parce qu'aujourd'hui, la voix synthétique, elle est capable d'imiter toutes les intonations, toutes les subtilités de la voix humaine. C'est cette voix que vous pouvez régler éventuellement avec deux curseurs pour qu'elle vous arrange le mieux, avec deux boutons, et bien évidemment, vous serez extrêmement vulnérable à tout ça. Et ce risque d'anthropomorphisme, il nous guette tous, et il faut que l'éducation, hein, mette en garde contre ça. Et comment voulez-vous que les enfants prennent du recul par rapport aux machines si on leur demande d'être polis avec les machines comme avec les humains? Non, il faut accepter d'être impertinent avec les machines. Et parce que c'est la meilleure manière de ne pas perdre de vue qu'une machine et un humain, c'est pas pareil. Et là aussi, le législateur a encore du travail à faire parce que aujourd'hui, il arrive que quand vous téléphonez à votre banque, ça soit un robot qui vous réponde, un Watson notamment, hein, qui est utilisé par certaines banques. Un robot vous répond, mais il ne vous dit pas qu'il est un robot. Et donc, du coup, vous voyez déjà, on est induit en erreur. Et quand le robot ne sait plus quoi vous répondre, il vous dit, je vais passer un collègue qui est mieux informé. Puis là, peut-être on vous passe un robot qui est plus performant, mais plus probablement, dans l'état actuel des choses, on vous passe un vrai humain. Mais il faudrait que chaque fois que nous avons affaire à une machine, elle se présente en tant que machine. Voilà, je suis le robot Watson, par exemple, je peux répondre à beaucoup de vos demandes. Si vous préférez avoir affaire à un humain, appuyez sur la touche dièse et vous aurez un peu d'attente, mais vous parlerez à un humain. Et je pense qu'il faut que chaque fois que nous sachions toujours si nous avons affaire à un humain ou une machine, parce qu'un jour, nous risquons d'avoir affaire à des robots qui seront androïdes, qui auront une apparence humaine. Et si nous n'avons pas appris à toujours poser la question et à toujours tenir compte du fait qu'on a affaire à un humain ou une machine, eh bien, ce jour-là, nous ne ferons plus vraiment de différence entre un robot et une machine et nous parlerons un petit peu aux robots comme à des humains, mais nous risquons aussi de parler un petit peu aux humains comme à des robots. Hmm. C'est passionnant, docteur. Donc, en définitive, nous devrions avoir, bon, déjà une éducation, mais aussi pour nous aider dans la distinction, là où les frontières maintenant entre l'humain et l'artificiel deviennent de plus en plus floues, une espèce aussi de traçabilité de la fabrication et la programmation de la machine pour éviter les biais de la machine, mais aussi il y a une éducation de notre part de façon à éviter de renforcer nos propres biais. Hein, Exactement. parce que c'est ça qui risque de se passer, selon je comprends vos explications, c'est que non seulement je risque de ne pas m'améliorer, mais je risque d'amplifier tous mes défauts et tous mes biais. Oui. Dans une situation pareille, donc ça passerait aussi pour que je prenne conscience, tout le monde, hein, de que je parle à un robot et d'où vient ce robot, comment il a été programmé. Voilà, je suis un robot, mais je suis un robot qui vient de la Californie, par exemple, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est une espèce de certification d'origine, hein, mais on l'a déjà sur pas mal de produits, donc ça devrait être dans la réglementation applicable aussi à des robots. Hein. Oui, une traçabilité, absolument, une Ouais. traçabilité des machines. Et puis, je vous parlais des enfants tout à l'heure, hein, puisque j'ai eu un award du FOSI pour mes travaux sur les enfants. Donc, dès la fin des années 2015, quand j'ai écrit Jour bon roman même ras, je me suis dit, mais il faut protéger les enfants de ces machines. Et donc, vous savez que dans le domaine des écrans, j'ai proposé des repères d'âge, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Et je pense qu'on peut aussi les appliquer à ces machines, et notamment aux machines parlantes, hein, puisque aujourd'hui, des parents peuvent utiliser une enceinte Alexa comme compagnon de leurs enfants. Donc je pense qu'il faut éviter tout outil numérique avec les enfants avant 3 ans. Un enfant avant 3 ans, il y a tellement de choses à découvrir. Les outils numériques, c'est totalement absurde de lui proposer. Mais entre 3 et 6 ans, une enceinte connectée, il faut quand même les éviter aussi parce que l'enfant risque de prendre ce que dit l'enceinte pour des conseils aussi valables que ce que disent les parents. Mhm. Surtout si l'enceinte est achetée par les parents, l'enfant pourra penser que c'est la voix des parents. Et donc, du coup, c'est une manière atroce pour les parents de déléguer l'éducation de leur enfant aux travailleurs de la Silicon Valley qui ont programmé les réponses de l'enceinte. Et puis, Ouais. entre
6 et 9 ans, mais il vaut mieux éviter les robots conversationnels, des modèles Siri, hein, quand même, qui enferment beaucoup dans un système de conversation qui éloigne de l'humain. Et puis éviter même jusqu'à 13 14 ans les compagnons digitaux, hein, voilà, de l'apparence sur un écran. Et chaque fois, bien sûr, en parallèle, hein, faire une éducation à ce que sont les algorithmes, à ce qu'est la communication à distance. Et Mhm. puis, encore une fois, en tant que citoyen, nous préoccuper, quand on élit un député, de sa préoccupation autour de l'intelligence artificielle. On demande souvent aux députés, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de la circulation des voitures dans les rues, je sais pas, ou une politique de la ville. Ça, bon, pour la politique de la ville aussi, mais aussi les députés, politique nationale, le budget et tout. Mais il faut aussi se préoccuper du regard qu'ils portent sur l'intelligence artificielle et du souci qu'ils ont par exemple, d'étendre le règlement général de protection des données aux jouets numériques utilisés par les enfants. Mhm. Vous voyez, il y a un tas il y a beaucoup à faire dans le domaine technologique, dans le domaine législatif, dans le domaine éducatif. Et c'est tout ça dont il nous faut prendre conscience. Mais ça ne suffit pas de faire appel comme ça à des spécialistes et à nos responsabilités de parents. Je pense qu'il faut que partout où nous sommes, dans nos bureaux, dans nos entreprises, dans nos associations, il faut que nous mettions en place, que nous promouvions la création de groupes d'explication et d'entraide mutuelle. Parce qu'il y a toujours des gens parmi nous qui en savent un peu plus, qui ont un peu plus utilisé les technologies numériques. Et vous savez, la meilleure information qu'on peut recevoir, l'information qu'on peut accepter le plus facilement, qu'on peut comprendre le plus facilement. C'est une information qui vient de quelqu'un qui parle comme nous, qui a notre langage, qui a notre expérience. Et donc, c'est seulement, à mon avis, avec ces groupes, hein, d'explication mutuelle et d'entraide mutuelle, qu'on arrivera à diffuser dans la population une culture du risque numérique et une culture des avantages du numérique. Parce qu'il ne faut pas oublier les deux aspects. Mais si on confie totalement notre avenir numérique aux grandes entreprises du net, eh bien, évidemment, ils fabriqueront du numérique en fonction de leurs propres avantages, qui sont uniquement financiers, quand même, il ne faut pas l'oublier. Mhm. Ils n'ont pas inventé les réseaux sociaux pour le bonheur de l'humanité, ça se saurait, même si les pionniers ont voulu le faire, les grandes entreprises numériques ont développé un numérique qui est un numérique du profit à leur seule exclusivité. Donc, vous voyez, il faut il y a une mobilisation vraiment importante. Et d'ailleurs, j'ai participé sur la ville de Montpellier à une mobilisation de ce genre-là, où on a demandé aux habitants de Montpellier, un panel d'habitants de Montpellier, ce qu'ils aimeraient changer dans leur relation avec les pouvoirs publics et comment l'intelligence artificielle pourrait y aider. Et c'est exactement la question qu'il faut poser. Il ne faut pas demander aux gens qu'est-ce que vous attendez de l'IA, les gens n'en savent rien. Il faut leur dire qu'est-ce que vous aimeriez changer dans vos vies, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre travail, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre entreprise, et comment est-ce que l'intelligence artificielle, à votre avis, peut nous y aider. Mhm. À la fin, ça sera un travail de tous, docteur. Je crois Oui, que c'est à toutes les échelles de la société, soit en tant que consommateur, tout l'écosystème, tous les acteurs de oui, l'écosystème numérique, hein, développeurs, décideurs, oui, oui, éducateurs, utilisateurs. On a en tant qu'utilisateur et parents d'utilisateurs une responsabilité de ces côtés-là. Mais je voudrais finir ce podcast avec une question dans ce sens. Hein. Comment intégrer alors les dimensions humaines authentiques dans les créations et sur les domaines pratiques pour aller plus loin dans oui. ces écosystèmes numériques? Oui, je crois il faut partir d'une base commune sur laquelle tout le monde peut s'entendre. Et pour moi, c'est l'imaginaire de l'intelligence artificielle. Quel imaginaire avons-nous? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous redoutons de l'intelligence artificielle? Et cette dimension de l'imaginaire, elle est trop souvent oubliée. On pose trop rapidement, souvent, la question technologique et pas suffisamment la question de nos rêves par rapport à l'IA. Alors, quels sont nos rêves par rapport à l'IA? Il y a quatre, à mon avis, il y a quatre rêveries, hein, qui nous habitent
vite, voilà. Et pour les résumer rapidement, la première, c'est autour de la puissance ou du collaboratif, voilà. Donc soit je vais utiliser l'IA pour être plus fort, plus puissant, accroître mon pouvoir, c'est ce que je cherche à faire certaines personnes sur les réseaux sociaux. Soit je vais utiliser l'intelligence artificielle pour favoriser le collaboratif. Voilà, c'est exactement le pôle opposé. Donc, premier imaginaire, qu'on soit autour de deux pôles, la puissance, le partage. Le deuxième type d'imaginaire qu'on a autour de l'intelligence artificielle, c'est autour, évidemment, du risque d'être englouti par elle, hein, voilà, le risque qu'elle nous dépasse, qu'elle nous manipule, et puis l'espoir que ça peut permettre de réduire des inégalités. Hein. Ça, c'est le deuxième pôle, avec, vous voyez, deux extrêmes opposés entre lesquels on peut se situer. Le troisième pôle de notre imaginaire de l'IA, c'est plus, je dirais, l'imaginaire des cadres ou l'imaginaire des enseignants, c'est de savoir si l'IA va permettre à tout le monde d'évoluer mieux, plus vite, de travailler plus rapidement, d'augmenter les performances, ou si l'IA va permettre plutôt de prendre chacun là où il en est dans sa spécificité, c'est-à-dire une IA qui prenne en compte les spécificités de chacun, pas une IA qui cherche à faire monter tout le monde en même temps, mais qui prenne en compte les spécificités de chacun pour que chacun puisse aller à son rythme. Ça, c'est le troisième pôle. Vous voyez toujours ces deux extrêmes. Et puis le quatrième pôle de notre imaginaire, c'est celui des dirigeants, c'est celui des grands financiers. Ben, c'est soit l'IA comme une nouvelle ressource à exploiter. Hein. Il y a eu le pétrole, il y a eu le gaz, voilà. Et ben, l'électricité. Il y aura une nouvelle ressource à exploiter, ça va être l'IA. Mais là aussi, il y a une autre manière de voir les choses. Ben, c'est l'IA comme bien commun. L'IA comme un bien commun qu'il faut faire fructifier selon des règles démocratiques et également avec une exigence de frugalité parce que le pétrole, ça a des inconvénients, mais l'IA, ça en a aussi. Hein, quand on voit la quantité d'énergie électrique que ça consomme, les projets de Google de monter plusieurs usines atomiques pour obtenir son indépendance énergétique, voilà. Et donc, si on prend ces quatre pôles, on s'aperçoit finalement qu'il y en a un qui a la clé des autres. Celui qui a la clé des autres, c'est l'IA comme bien commun. Si vous décidez que l'IA est un bien commun, à ce moment-là, ben, évidemment, premier pôle, vous allez plutôt pencher du côté du coopératif, du collaboratif. Deuxième pôle, ben, vous allez plutôt pencher du côté de permettre de réduire les inégalités. Et puis, troisième pôle, vous allez plutôt viser la spécificité de chacun, hein, puisqu'après tout, nous contribuons tous à l'IA d'une certaine façon. Ben, puisque nous en contribuons tous, c'est important que les spécificités de chacun soient reconnues. Et donc, du coup, vous voyez, à ce moment-là, on peut penser l'IA dans une optique de pédagogie générale. Je pense qu'il faut créer les conditions pour que nous puissions tous apprendre, mais apprendre quoi? Eh bien, là encore, apprendre de trois façons. Apprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, apprendre l'IA, apprendre avec l'intelligence artificielle et apprendre de l'intelligence artificielle. Donc apprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est apprendre ses insuffisances, c'est apprendre ses bugs, c'est apprendre ses hallucinations, c'est apprendre ses imperfections. Mais c'est aussi apprendre les risques de désinformation, mon clone par exemple, voilà, qui m'était inattendu. Et puis c'est aussi apprendre ce que c'est qu'une utilisation frugale de l'IA, parce que beaucoup de gens dans la vie quotidienne, quand ils reçoivent un mail envoyé à 50 personnes en même temps qu'eux, ils sont tentés de répondre aux 50, même s'ils répondent à ce qu'il a envoyé, ça suffit. Il y a toute une éducation à faire sur la frugalité, et puis comprendre aussi les risques de hacking. Et en France, on a un programme qui est en train de se développer, hein, de Cyber Hacking Lab, pour informer les gens sur le fait que la principale porte d'entrée aujourd'hui d'attaque de hacking contre nos grandes entreprises nationales, eh bien, ce sont les outils numériques personnels des usagers. Le fait qu'ils intègrent un lien sur LinkedIn, le fait qu'ils ne changent pas le code de la chaudière suffisamment régulièrement, voilà. Et aujourd'hui, il faut sensibiliser la population au fait que les risques sur notre système énergétique, sur la fourniture d'eau, la fourniture d'électricité, les entreprises stratégiques, eh bien, ce risque, il passe par chacun d'entre nous. Hein. Apprendre ce qu'est le cyberhacking personnalisé auquel nous allons être de plus en plus nombreux à être soumis. Ça, c'est apprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, apprendre avec l'IA, je vous évoquais tout à l'heure des groupes, effectivement, pour apprendre comment ça transforme notre lien à l'information, à la communication, à l'organisation de réunions, hein, mais aussi apprendre à rester humain face à l'IA. C'est-à-dire que quand
Un employeur, un enseignant nous demande un sujet, réfléchir à quelque chose, pas se précipiter sur ChatGPT ou Gemini pour savoir ce qu'il en pense. Commencer par se prendre la tête entre les mains et réfléchir tout seul. Ne faire intervenir l'IA que dans un deuxième temps. Vous voyez, l'IA, elle doit être à mon service. Si je cède à la tentation parce que j'ai pas tellement confiance en moi, parce que j'ai l'angoisse de la page blanche, si je cède à la tentation de demander tout de suite à l'IA qu'est-ce qu'elle en pense, eh bien évidemment, je vais trouver que c'est tellement bien formulé, même si c'est pas très malin, c'est tellement bien formulé, ChatGPT, c'est pas toujours malin, mais c'est toujours tellement bien écrit, que je vais avoir tendance à me dire, ben voilà, j'ai la réponse. Et vous voyez, ça passe par quelque chose qu'on n'envisage pas suffisamment autour de l'IA. Ce qui nous protégera le mieux de l'IA, souvent on le dit, c'est par la législation, c'est l'intelligence collective, mais c'est aussi l'estime que chacun se porte à lui-même. Si vous ne vous portez pas d'estime à vous-même, vous utiliserez l'IA pour résoudre tous vos problèmes de la vie. Savoir si qu'est-ce qu'il faut répondre à votre copain ou votre copine, s'il se fâchait avec vous, j'étais sur ChatGPT, mon copain s'est fâché avec moi, qu'est-ce que tu en penses? Que les gens apprennent à se faire confiance, et vous voyez, ça, c'est vraiment un programme pour l'éducation nationale, c'est un programme pour les employeurs, que les gens se fassent confiance pour éviter cette réaction très problématique parce que l'IA deviendrait notre coach universel. Elle nous conseillerait pour tout. Et puis très vite, elle serait notre confident avec les profits énormes qu'on donnerait avec nos informations personnelles. Et puis notre coach, notre confident, pourquoi pas notre thérapeute. C'est déjà le cas. C'est C'est déjà déjà le le cas. cas. C'est déjà le cas. Donc, vous voyez, la première balise, c'est que nous ne demandions jamais à l'IA en première instance, que toujours nous commencions à réfléchir. Voilà. Et puis, apprendre de l'IA, c'est quoi apprendre de l'IA? Eh ben, c'est le fait de nous ouvrir à d'autres formes d'intelligence que les IA multimodales sont en train de développer. Par exemple, le fait de pouvoir fabriquer une bande dessinée avec des prompts sur Midjourney, le fait de pouvoir maintenant, depuis une semaine, créer des petits films avec DeepMind sur Google, c'est nous apprendre, nous rappeler que l'être humain, s'il est capable de fabriquer des machines qui transforment des sons en couleurs, des phrases en films, c'est qu'on en est capable. L'être humain a inventé cette machine parce qu'il en est capable lui-même. Vous voyez, réapproprions-nous ce qui nous appartient. Essayons en effet avec ces IA, de nous redonner le plaisir de passer d'une forme sensorielle à une autre. Et l'IA peut nous y aider, mais en même temps, si vous ne parlez pas bien une langue, et dans le cas particulier, si vous ne parlez pas bien le français, vous ne pouvez pas dicter des prompts qui correspondent vraiment à ce que vous souhaitez pour obtenir la bande dessinée que Midjourney va vous fabriquer. Donc, on en arrive à cette idée que finalement, pour bien utiliser l'IA, il faut bien maîtriser la langue. Et donc, on en arrive à cette idée qui était déjà la mienne en 2008, quand je lançais les balises 36912, il faut faire toute une éducation au langage, à la relation, à la curiosité, avant que les enfants soient confrontés à ce qu'est l'intelligence artificielle, pour qu'ils aient déjà les repères qui vont leur permettre, les repères intériorisés, qui vont leur permettre de ne pas céder aux sirènes de l'IA, comme Ulysse qui se fait attacher à son bateau. Voilà, voilà. Eh ben, il faut que l'institution scolaire attache les élèves aux repères traditionnels de la langue pour qu'ils puissent ensuite utiliser les possibilités de l'IA pour ce que l'IA peut donner, mais pas demander à l'IA ce qu'elle ne peut pas donner. Et c'est ça, c'est le grand problème de l'éducation. Apprendre ce que l'IA peut nous donner, mais nous apprendre aussi à résister à la tentation de lui demander ce qu'elle croira, ce qu'elle nous fera croire pouvoir nous donner, mais qu'elle ne nous donnera pas en réalité, parce qu'elle nous amputera régulièrement un peu plus de compétences humaines. C'est extraordinaire, docteur. Je retire énormément des conclusions. J'aurais encore tellement de questions à vous poser, mais déjà, je retire une dernière aussi idée, c'est le fait de continuer à utiliser notre créativité, que c'est ce qui nous rend unique, notre individualisme et que parce que c'est ce qui nous rend humains et que nous devons lutter pour combattre notre paresse. Hein. Mais oui,
Mais oui. C'est combattre la paresse d'aller utiliser ChatGPT parce que c'est un moyen de faciliter, mais de continuer à travailler sur nous et à faire ce genre d'efforts, que c'est ce qui va Oui. nous permettre de continuer à évoluer et de développer notre qui nous sommes. Hein. Savoir qui nous sommes est extrêmement important. C'est ce que j'ai conclu aussi de vos commentaires et que les, vivre avec les autres êtres humains, c'est extrêmement difficile, pas des fois, D'accord. mais que Mais ça peut extrêmement être, enrichissant. Mais oui, c'est extrêmement tellement enrichissant. enrichissant et Oui. nous ne pourrons pas nous en passer des autres êtres humains, même de se disputer. Je trouve que finalement, ça doit être assez ennuyant finalement, un système qui te donne toujours raison. Mais, Oui. mais, enfin, c'est pas drôle. C'est bien, on dispute. Bon, on ne va pas en dispute, on ne va pas se disputer, mais une belle argumentation dans laquelle on n'est pas d'accord. Mais c'est là qu'on Oui. apprend. Oui. Oui. C'est là qu'on apprend aussi. Et jamais ça ne peut pas nous arriver avec un robot qui est tellement poli, tellement adaptable à nous-mêmes. Et je crois que ça doit produire un ennui profond en tant qu'être humain, finalement. Oui. Et je retiens aussi le fait de donner une éducation, votre théorie 3, 6, 9, 12, que c'est, comment vous appelez ça, les valises, moi je dirais, c'est, bon, voilà, elle permet de conduire Oui, voilà. dans la technologie et dans les réseaux sociaux qui sera nécessaire pour les enfants, hein, de la même façon qu'on a besoin d'un permis de conduire pour une voiture, mais pourquoi pas un permis de conduire dans les domaines technologiques. Hein. Je pense que c'est extrêmement intéressant et je ne doute pas, docteur, que notre audience va être vraiment captivée euh, par tout ce que vous nous avez expliqué. Et j'aurais énormément de questions, mais écoutez, ça sera pour une prochaine fois. Mais Voilà. je vous laisse l'opportunité, si vous voulez dire un dernier message à notre audience. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à Oui, dire finalement. Oui, oui, alors écoutez, souvent on me demande si j'ai un conseil à donner aux jeunes, mais j'ai un conseil à donner aux jeunes, mais à tout âge, c'est faites-vous confiance. Voilà, il faut que les gens apprennent à se faire confiance. Si ils ont l'impression que une réponse d'une machine est fausse, faut pas hésiter à la dénoncer, faut pas hésiter à poser la question. S'ils ont l'impression qu'une machine les détourne de leur curiosité, tout d'un coup, intuitivement, il faut qu'ils comprennent que ils ont raison de le penser et que c'est normal et que nous sommes beaucoup à le penser. Voilà. Que les gens, si vous ne vous faites pas confiance, vous avez tendance à fuir l'humain parce que l'humain est toujours imprévisible. Se faire confiance, c'est accepter de se confronter à la diversité et les pédagogues, les politiques, même les techniciens ont un rôle important à jouer pour faire comprendre aux gens que les technologies sont à leur service, mais qu'elles ne sont pas au service des technologies, et que toutes les réserves qu'ils peuvent faire sur les technologies, c'est elles sont fondées. Hein. Il ne faut pas croire que les technologies sont ce qui doit nous faire évoluer. Nous évoluons avec les technologies que nous choisissons, et nous cherchons à évoluer avec elles dans le sens que nous souhaitons. Par exemple, en médecine, faire des diagnostics plus vite, mais aussi permettre aux patients de mieux comprendre leur pathologie, pour les pédagogues apprendre à apprendre. Voilà, et tout ça, ça relève de nos choix personnels et de la manière dont on s'approprie les technologies. Et c'est, vous voyez, cette entreprise d'appropriation qu'il faut mettre en route. Et encore une fois, je pense que les groupes que je vous ai évoqués, le promouvoir des groupes de discussion, d'entraide à tous les niveaux, c'est ce qui va permettre à ceux qui en ont compris un peu plus d'aider ceux qui en ont compris un peu moins, et puis de montrer ben, que le numérique, l'intelligence artificielle, c'est une jungle. Et dans une jungle, il n'y a pas de mode d'emploi. Il ne faut pas croire ceux qui vous en donnent un. La meilleure manière de se repérer dans une jungle, c'est de trouver un humain qui a commencé à s'y repérer un peu mieux que vous. Donc partout où il y a de l'IA, partout où il y a des écrans, ben, il faut cultiver les rapports sociaux et affectifs de proximité.
et écouter ces séries de podcasts parce que c'est un bon exemple. Vous parlez à des humains. D'ailleurs, moi, je suis Victoria et vous êtes Voilà. bien le professeur Serge Tisserand, c'est pas votre avatar, et moi non plus. Docteur, sur ce mot, je vous remercie profondément d'être parmi nous et j'espère que ça ne sera pas la dernière occasion que nous aurons à échanger et pour toute notre audience, je vous dis à bientôt pour les prochains podcasts. Avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir à Au tous. revoir. Au revoir. I want to thank our guest for joining today's episode of GTWN Now, and give a big thank you to our sponsors, CMS Global, for making this episode possible. Today's podcast will be available on our website, gtwn.org, Apple Podcasts, Spotify, and wherever else you get your podcasts. Don't forget to hit the subscribe button so you'll be notified when new episodes drop. I'm your host, Rosali Gitau, GTWN International Board Member, wishing you a week of wonder.